Le stagiaire a trébuché et déchiré le costume à 30 000 os du patron. Tout le monde s'est figé, attendant les cris et l'humiliation publique. Mais le milliardaire a ri et a fait quelque chose que personne n'attendait. Sa réponse a ému même la personne qui ne faisait que balayer le sol. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il y a des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenez membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le soleil matinal parisien pointait déjà entre les gratte-ciel de l'avenue des Champs-Élysées lorsque Marie Dupont traversa précipitamment les portes tournantes de l'imposant immeuble de Nexus France, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. À seulement 23 ans, fraîchement diplômée en gestion de la Sorbonne, Marie portait non seulement le dossier rempli de rapports qu'elle avait passé la nuit à préparer, mais aussi le poids d'être connue comme la stagiaire la plus maladroite ayant jamais mis les pieds dans cet environnement professionnel. « Bonjour, mademoiselle Catastrophe », murmura René le gardien, avec un sourire contenu tandis qu'elle tentait d'équilibrer le café qu'elle tenait dans sa main droite et le dossier dans sa gauche. « Bonjour, René », répondit Marie, forçant un sourire. Le surnom ne la dérangeait plus autant que durant les premiers jours. 6 mois de stage chez Nexus France avaient endurci sa peau mais pas son cœur, qui rêvait encore de prouver sa valeur au-delà des apparences. En entrant dans l'ascenseur, Marie respira profondément, essayant de calmer ses nerfs. Ce n'était pas un jour ordinaire. La direction entière serait réunie au 20e étage pour recevoir Thomas Noir, le fondateur de l'entreprise et l'un des hommes les plus riches et redoutés du pays. Connu pour son tempérament explosif et son intolérance aux erreurs, Thomas était une légende vivante dans le monde des affaires français. À 42 ans, il avait transformé une petite start-up de Lyon en un empire technologique évalué en milliards. S'il vous plaît, que je ne trébuche pas aujourd'hui. S'il vous plaît, que je ne renverse pas de café sur quelqu'un. S'il vous plaît, que je ne... répétait Marie comme un mantra pendant que l'ascenseur montait. Son téléphone vibra, interrompant sa prière silencieuse. « Marie, n'oublie pas les tableaux que j'ai demandés. Thomas est déjà arrivé et demande après eux. » Le message de Florence, sa superviseure directe, fit sombrer son estomac. Les tableaux, elle les avait complètement oubliés dans la précipitation du matin. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 15e étage, où se trouvait son petit bureau, Marie courut comme jamais. Ses talons, qui ne s'accordaient pas avec sa nature maladroite, résonnaient dans le couloir vide. La majorité des employés seraient déjà dans l'auditorium du 20e étage, se préparant pour la réunion. « Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils » murmurait-elle, fouillant dans les tiroirs de son bureau. Finalement, elle trouva les tableaux imprimés et les dossiers colorés que Florence avait demandés. Sans prendre le temps de tout organiser comme elle l'aurait souhaité, elle fourra les documents dans le dossier et courut vers l'ascenseur, qui, heureusement, était encore là. Au 20e étage, le silence était palpable. Marie pouvait sentir la sueur froide couler le long de son dos, tandis qu'elle marchait vers la salle de conférence. À travers les parois de verre, elle pouvait voir la silhouette imposante de Thomas Noir, debout, gesticulant en parlant. Son costume italien impeccablement coupé soulignait ses épaules larges et sa posture confiante. « Ah, enfin !» chuchota Florence, tirant Marie dans la salle dès qu'elle la vit. « Les tableaux ?» demanda-t-elle, tendant la main. Marie remit les documents, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. La salle était pleine, avec tous les directeurs et responsables assis autour de la grande table ovale. Seule une chaise restait vide, à côté de Thomas Noir. Florence indiqua que Marie devrait s'y asseoir. « Moi » articula-t-elle silencieusement, se désignant elle-même. Florence acquiesça, impatiente. « Tu as préparé les analyses. Tu dois les présenter. » Les jambes flageolantes, Marie contourna la table, sentant tous les regards sur elle. En s'approchant de la chaise vide, elle trébucha légèrement sur le tapis. Ce fut suffisant pour que son dossier glisse de ses mains, éparpillant quelques papiers au sol. « Excusez-moi » murmura-t-elle, sentant son visage brûler de honte tandis qu'elle se baissait pour ramasser les documents. Thomas Noir l'observait avec une expression illisible. Ses yeux sombres, perçants comme ceux d'un faucon, ne manquaient pas un seul mouvement. « Mademoiselle » commença-t-il, sa voix grave remplissant la salle. « Dupont, Marie Dupont »
répondit-elle, se redressant avec les papiers en main. Mademoiselle Dupont, j'ai beaucoup entendu parler de vos analyses. J'espère qu'elles seront aussi intéressantes que votre entrée. Un rire contenu parcourut la salle, faisant s'enfoncer encore plus l'estomac de Marie. Mais elle n'était pas arrivée jusque-là en abandonnant facilement. Elle respira profondément, s'assit et organisa ses documents. « Excusez-moi, dit-elle, avec une fermeté qui la surprit elle-même. J'aimerais présenter l'analyse de marché que j'ai préparée pour le nouveau projet. » Pendant 20 minutes, Marie présenta ses données. À sa surprise, sa voix ne faiblit pas et ses idées coulèrent avec clarté. Thomas écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles et n'interrompant que pour poser des questions incisives qui démontrèrent sa connaissance approfondie du sujet. La confiance de Marie grandissait à chaque diapositive, à chaque graphique expliqué, à chaque question à laquelle elle répondait. Peut-être, juste peut-être, ce serait le jour où elle serait enfin vue au-delà de ses maladresses. C'est alors que cela arriva. En se levant pour montrer un détail important sur le projecteur, Marie ne remarqua pas que son talon s'était pris dans le tapis. En faisant un pas, elle perdit l'équilibre et, dans un mouvement désespéré pour se retenir, saisit la première chose à sa portée, la manche de la veste de Thomas Noir. Le bruit du tissu qui se déchire résonna dans la salle comme un tonnerre au milieu du silence. Ce ne fut pas seulement la manche, mais tout le côté du pantalon de Thomas qui s'ouvrit le long d'une couture, révélant son caleçon noir de marque. Le silence qui suivit fut absolu. Même les respirations ne semblaient ne plus audibles. Marie resta paralysée, le visage si rouge qu'il semblait sur le point d'exploser. Les yeux de Thomas, auparavant perçants, étaient maintenant écarquillés de surprise. « Je suis désolée, » balbutia Marie, sentant les larmes se former au coin de ses yeux. « Je peux réparer, je sais coudre, je... » À la surprise de tous dans la salle, y compris Marie, un son inattendu remplit l'espace. Thomas Noir riait. Ce n'était pas un rire forcé ou sarcastique, mais sincère, venant du fond de sa poitrine. « Eh bien, dit-il, quand il réussit enfin à se contrôler, cela n'est certainement jamais arrivé dans aucune de mes réunions auparavant. » Marie ne savait pas si elle devait rire, pleurer ou simplement s'enfuir de la salle. Elle choisit de rester immobile, espérant que le sol s'ouvre et l'engloutisse. « Mademoiselle Dupont, continua Thomas, se levant avec précaution pour ne pas exposer plus que ce qui avait déjà été révélé. Votre analyse était brillante, vos données impeccables, et votre style unique pour terminer une présentation est quelque chose que je n'oublierai pas de sitôt. » Les dirigeants autour de la table échangèrent des regards confus. C'était la première fois qu'ils voyaient Thomas Noir réagir avec humour à n'importe quel type d'erreur ou d'embarras. « Nous poursuivrons cette réunion dans 15 minutes, annonça-t-il, se dirigeant vers la porte avec une dignité surprenante pour quelqu'un dont le pantalon était déchiré. « Et mademoiselle Dupont, j'aimerais que vous veniez à mon bureau après. Nous avons beaucoup à discuter. » Tandis que Thomas sortait, Marie s'enfonça dans la chaise, certaine que c'était la fin de sa brève carrière. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce désastre ne serait que le début d'un voyage qui changerait sa vie pour toujours. Les 15 minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Marie. Tandis que les dirigeants quittèrent la salle pour un café, elle resta assise, les mains tremblantes, sous la table. Florence s'approcha avec une expression qui mélangeait pitié et inquiétude. « Marie, ce qui s'est passé là était un désastre. Comme toujours, » compléta Marie, fixant la table en verre. « En fait, j'allais dire surprenant, » corrigea Florence, s'asseyant à côté de la stagiaire. « Je n'ai jamais vu Thomas Noir réagir ainsi à un incident. Normalement, des personnes sont licenciées pour beaucoup moins. » Cela n'aida pas à calmer les nerfs de Marie. Elle pensait à sa mère, Madame Hélène, qui avait économisé chaque centime pour l'aider à payer le loyer du petit appartement à Montmartre pendant son stage. Elle pensait à la fierté dans les yeux de sa mère quand elle lui avait dit qu'elle avait obtenu le poste chez Nexus France. Comment rentrerait-elle à la maison et dirait que tout était fini parce qu'elle avait déchiré le pantalon du propriétaire de l'entreprise? « Il veut me voir dans son bureau, » murmura Marie. Florence écarquilla les yeux. « Son bureau personnel ? Ici au 20e étage ?» Marie acquiesça, sentant son estomac se retourner. « Personne n'y entre, Marie, même pas Charles, qui est le directeur financier. » Cette information ne fit qu'augmenter l'anxiété de Marie. Quand tout le monde commença à revenir dans la salle de réunion, elle remarqua que Thomas n'était pas parmi eux. Un agent de sécurité s'approcha discrètement. « Mademoiselle Dupont ? Monsieur Noir vous attend dans son bureau, veuillez me suivre. »
Marie suivit l'homme dans le couloir, sentant les regards curieux des collègues. Ils arrivèrent à une porte en bois, sombre, au bout du couloir, sans plaque ni identification. Le garde frappa légèrement et, après un ordre venant de l'intérieur, ouvrit la porte pour que Marie entre. Le bureau de Thomas Noir était différent de tout ce que Marie attendait. Au lieu de l'ostentation qu'elle imaginait, l'espace était minimaliste et accueillant. Une grande fenêtre offrait une vue panoramique sur la ville de Paris. Sur les murs, au lieu de diplômes ou de prix, il y avait des photographies en noir et blanc de différentes parties de la France, les Alpes, la Camargue, les villages provençaux. Thomas était debout près de la fenêtre, portant maintenant un nouveau pantalon. Il se tourna quand Marie entra, son visage sérieux mais pas menaçant. « Que mademoiselle Dupont, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Marie obéit, choisissant l'une des chaises devant le bureau en verre et métal. « J'imagine que vous vous attendez à être licencié, commença-t-il, allant droit au but. « Oui, monsieur, » répondit-elle, décidant que l'honnêteté était sa meilleure option à ce moment-là. Thomas s'assit en face d'elle, l'étudiant avec ses yeux perçants. « Parlez-moi de vous, Marie. Pas ce qui est dans votre CV, mais qui vous êtes vraiment. » La question la prit par surprise. Pendant un moment, elle envisagea de donner la réponse répétée qu'elle préparait toujours pour les entretiens, mais quelque chose dans le regard de Thomas la fit changer d'avis. « Je suis fille d'une professeure d'école publique et j'ai grandi à Marseille. Ma mère m'a élevée, moi et mon frère, seul après que mon père nous a quittés. J'ai étudié dans des écoles publiques toute ma vie et j'ai obtenu une bourse à la Sorbonne. J'ai toujours rêvé de travailler dans une entreprise comme Nexus, pas pour l'argent, mais pour la chance de créer quelque chose qui puisse aider les gens. » Forrest hésita un moment. « Je suis terriblement maladroite depuis l'enfance, ce qui a été un problème constant dans ma vie professionnelle. » Thomas écouta attentivement, sans interrompre. Quand elle termina, il resta silencieux quelques secondes. « Savez-vous pourquoi la plupart des gens échouent dans le monde des affaires, Marie? Parce qu'ils commettent des erreurs ?» hasarda-t-elle. « Non, répondit-il se levant. Les gens échouent parce qu'ils ont peur de commettre des erreurs. Ils ont peur d'être authentiques. J'ai passé ma vie entouré de personnes qui sont d'accord avec tout ce que je dis, qui prétendent être parfaites, qui cachent leur vulnérabilité. C'est épuisant. » Il marcha jusqu'à l'une des photographies au mur, une image d'un village de pêcheurs en Bretagne. « Quand j'ai commencé Nexus, c'était juste moi dans une chambre au fond de la maison de ma grand-mère à Lyon. Je n'avais pas d'argent, pas de contact, juste des idées et une volonté farouche de faire la différence. J'ai commis des erreurs terribles. Nous avons presque fait faillite 3 fois, mais je n'ai jamais perdu mon authenticité. » Marie l'observait, confuse par la tournure de la conversation. « Votre analyse aujourd'hui était brillante, » continua-t-il. « Vos données sur le comportement des consommateurs du Sud-Ouest ont révélé quelque chose qu'aucun de nos analystes seniors n'a perçu. Et savez-vous pourquoi ?» Elle secoua la tête négativement. « Parce que vous n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Vous regardez les données telles qu'elles sont vraiment, pas comme vous aimeriez qu'elles soient. » Thomas revint s'asseoir en face d'elle. « Je ne vais pas vous licencier, Marie. Au contraire. Je veux que vous travailliez directement avec moi sur le nouveau projet pour le Sud-Ouest. » Marie cligna des yeux plusieurs fois, certaine d'avoir mal entendu. « C'est comment ça? Travailler avec vous? Mais je suis juste une stagiaire avec le potentiel de devenir l'une des meilleures dirigeantes que cette entreprise ait jamais vue, » compléta-t-il. « Si vous êtes disposé à apprendre et, plus important, si vous ne perdez pas cette authenticité qui a tant attiré mon attention. » Marie ne savait pas quoi dire. C'était comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. « Faisons un accord, » proposa Thomas. « Pendant 3 mois, vous travaillerez directement sous ma supervision. Vous aurez accès à des données et des projets qui prendraient normalement des années pour y parvenir. En échange, je veux votre honnêteté absolue, même quand vous penserez que vos idées sont trop folles ou quand vous ne serez pas d'accord avec moi. Et si je, continue à être maladroite, demanda-t-elle d'une voix faible. Thomas sourit, un sourire qui n'apparaissait pas souvent dans ses apparitions publiques ou ses photos dans les magazines. Alors j'aurai quelques pantalons supplémentaires au bureau. Pour la première fois depuis l'incident, Marie sentit un sourire sincère se former sur son visage. Maintenant, continua Thomas, revenant au ton professionnel, retournons à la réunion. J'annoncerai votre nouvelle position et nous commencerons à travailler sur le projet immédiatement. Quand ils sortirent du bureau, Marie était encore sous le choc. Marchant aux côtés de Thomas Noir dans les couloirs de Nexus France, elle sentait les regards surpris des employés qui passaient.
En entrant dans la salle de réunion, un silence absolu tomba sur les présents. « Mesdames et messieurs, annonça Thomas, sa voix ferme remplissant l'espace, j'aimerais vous présenter Marie Dupont, qui à partir d'aujourd'hui dirigera avec moi le projet Sud-Ouest. Son analyse sur le marché de la région était précise et innovante, exactement ce dont nous avons besoin pour étendre notre présence dans le pays. » Marie observa les expressions de choc autour de la table. Charles, le directeur financier, semblait s'être étouffé avec son café. Florence la regardait avec un mélange de fierté et d'incrédulité. « Marie, » continua Thomas, se tournant vers elle, « j'aimerais que vous présentiez à nouveau votre analyse, cette fois en vous concentrant sur les implémentations pratiques dont nous avons discuté. »« Maintenant » demanda-t-elle, surprise. « Il n'y a pas de meilleur moment, » répondit-il avec un léger sourire. Respirant profondément, Marie prit sa place devant la salle. Cette fois, elle retira ses talons avant de commencer, provoquant quelques sourires compréhensifs. Avec les pieds fermement plantés au sol, elle se sentit plus centrée, plus confiante. Le Sud-Ouest français représente non seulement un marché inexploré pour nous, mais une opportunité de redéfinir comment la technologie peut transformer des communautés entières, commença-t-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. Pendant qu'elle présentait, elle remarqua quelque chose de différent dans le regard des dirigeants. Ce n'était plus la condescendance ou l'amusement aux dépens de ses maladresses, mais un respect naissant. Et dans le coin de la salle, observant attentivement, Thomas Noir la regardait avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement, un mélange de satisfaction et quelque chose d'autre, quelque chose qui fit accélérer son cœur d'une manière qui n'avait rien à voir avec la nervosité de la présentation. Ce que Marie ne savait pas, c'est que ce jour marquait non seulement un tournant dans sa carrière, mais le début d'un voyage qui testerait tout ce qu'elle croyait sur elle-même, sur le monde des affaires et sur l'homme énigmatique qui venait de changer le cours de sa vie. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine à Marie. Tous les matins, à 7 heures, elle rencontrait Thomas au 20e étage pour discuter du projet Sud-Ouest avant que le reste de l'équipe n'arrive. C'étaient des moments intenses d'apprentissage où elle absorbait des années d'expérience en quelques heures. « Le secret n'est pas dans les chiffres, Marie, mais dans les personnes derrière eux, » disait Thomas, tandis qu'ils analysèrent des données sur les petits viticulteurs du Bordelais. « Notre technologie n'aura de sens que si nous comprenons comment ils vivent, comment ils pensent. » À la 3e semaine, une pile de billets d'avion fut placée sur la table. « Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau et Bayonne », expliqua Thomas, montrant les billets. « Nous passerons 2 semaines à visiter des communautés, tester nos prototypes, écouter les utilisateurs potentiels. »« Nous ?» demanda Marie, surprise. « À moins que vous n'ayez d'autres projets, » répondit-il avec un léger sourire. Ce voyage changea tout. Loin de l'environnement contrôlé du siège à Paris, Marie vit un côté différent de Thomas. Dans les communautés rurales, il abandonnait le costume et la formalité, portant des jeans et des t-shirts simples, s'asseyant sur le sol en terre battue pour parler avec les viticulteurs, écoutant plus qu'il ne parlait. Dans une petite propriété aux alentours de Saint-Émilion, Marie observa Thomas aider un vieux monsieur à installer l'application prototype qu'ils avaient développée, un outil simple qui connectait les petits producteurs directement aux acheteurs dans les grandes villes, éliminant les intermédiaires. « Monsieur Antoine, disait Thomas au viticulteur, dites-moi ce qui n'a pas de sens ici. N'ayez pas peur de me vexer. Cette application doit fonctionner pour vous, pas pour moi. » Cette honnêteté, cette humilité face au savoir pratique du viticulteur impressionna Marie profondément. Le soir, à l'hôtel, en réorganisant ses notes, elle réalisa qu'il y avait quelque chose de fondamental dans le projet Sud-Ouest qu'il n'avait pas encore considéré. Elle frappa à la porte de la chambre de Thomas à 11 heures du soir, sans se soucier de l'heure. Quand il ouvrit avec une expression de surprise, elle put à peine contenir son enthousiasme. « Nous pensons trop petit », lança-t-elle, entrant dans la chambre sans attendre d'invitation. Le problème n'est pas seulement de connecter les viticulteurs aux acheteurs. C'est toute la chaîne logistique. Thomas l'observait avec curiosité, tandis qu'elle étalait des papiers sur la table. Les producteurs ont le produit, les acheteurs ont l'intérêt, mais comment transporter efficacement? L'infrastructure ici est précaire. Nous avons besoin d'un système qui intègre aussi les petits transporteurs locaux, qui connaissent les routes, les raccourcis. Pendant 2 heures, ils discutèrent de la nouvelle idée. Thomas posait des questions incisives, testant chaque aspect du concept, tandis que Marie défendait passionnément sa vision. Quand ils terminèrent enfin, il était déjà plus d'1 heure du matin. « Cela change tout, » conclut Thomas.
passant la main dans ses cheveux noirs. « Nous devrons redessiner le projet entier. »« Je suis désolée, » dit Marie, soudain inquiète. « Je n'aurais pas dû... » « Non, » l'interrompit-il. « Ne vous excusez jamais d'avoir des idées brillantes. C'est exactement pour cela que vous êtes ici. » Le regard qu'ils échangèrent à ce moment avait une intensité nouvelle, différente des interactions professionnelles qu'ils avaient à partager jusqu'alors. Ce fut Marie qui rompit le contact visuel en premier, soudainement consciente de l'heure tardive et de l'intimité de la situation. « Nous devrions présenter cela à l'équipe demain, » dit-elle, rassemblant ses papiers. « Non, » répondit Thomas, la surprenant. « Vous allez présenter. C'est votre idée, votre moment. » De retour à Paris, la nouvelle qu'il y aurait une réunion extraordinaire avec toute la direction se répandit rapidement. L'auditorium était bondé quand Marie monta sur scène, portant un tailleur bleu marine qu'elle avait acheté spécialement pour l'occasion, avec des chaussures plates et confortables qui garantiraient qu'aucun désastre n'interromprait sa grande chance. « Le projet Sud-Ouest tel que conçu initialement était bon, » commença-t-elle, sentant la gorge sèche. « Mais nous pouvons faire beaucoup plus. Nous pouvons créer non seulement une application, mais un écosystème numérique complet qui transforme la réalité économique de la région. » Pendant 40 minutes, Marie présenta sa vision élargie du projet, avec des détails techniques, des projections financières et, plus important, des histoires réelles des personnes qu'ils avaient rencontrées pendant le voyage. En parlant, elle remarqua les expressions changées, du scepticisme initial à l'attention sincère et enfin à l'enthousiasme. « Nous estimons qu'avec cette approche intégrée, nous pouvons augmenter les revenus des petits producteurs jusqu'à 70% la première année, créant simultanément des opportunités pour les transporteurs locaux et améliorant l'accès aux produits frais dans les grandes villes, » conclut-elle sans un seul faux pas dans sa présentation. Le silence qui suivit fut rompu par Thomas, qui se leva et commença à applaudir. Bientôt, tout l'auditorium était debout, applaudissant une idée qui pourrait réellement changer des vies. Dans les jours qui suivirent, Marie se retrouva au centre d'une transformation. Son bureau au 15e étage fut transféré dans une salle au 20e, proche du bureau de Thomas. Des employés qui remarquaient à peine son existence auparavant s'arrêtaient maintenant pour la saluer dans les couloirs. Même Charles, le directeur financier qui la regardait toujours avec méfiance, vint personnellement la féliciter. « J'ai toujours su que tu avais du potentiel, » dit Florence lors d'un déjeuner, « mais j'avoue que je n'ai jamais imaginé que tu irais si loin si vite. » Thomas n'a jamais autant investi en personne avant. « Il a simplement reconnu une bonne idée, » répondit Marie, modeste. « Ce n'est pas que ça, » insista Florence, se penchant sur la table. « Tu ne vois pas comment il te regarde? Comment il a changé depuis que vous avez commencé à travailler ensemble? »« De quoi parles-tu » demanda Marie, sentant son visage chauffer. Thomas a toujours été connu pour sa froideur, pour garder ses distances avec tout le monde. Mais avec toi, il sourit, Marie. Il sourit vraiment. L'observation de Florence résonna dans l'esprit de Marie, tandis qu'elle retournait au bureau. C'était vrai que sa relation avec Thomas avait évolué d'une hiérarchie formelle patron-subordonné vers quelque chose de plus proche d'un partenariat. Ils parlaient pendant des heures, discutant non seulement du projet, mais de livres, de films, d'expériences de vie. Il la traitait comme une égale, valorisait ses opinions, faisait confiance à son jugement. Mais serait-il possible qu'il y ait quelque chose de plus? Elle écarta cette pensée en entrant dans la salle de réunion, où elle trouva Thomas en conversation avec une femme élégante qu'elle ne connaissait pas. Grande, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un tailleur impeccable, elle dégageait confiance et sophistication. « Ah Marie, » dit Thomas, se tournant, « j'aimerais que vous rencontriez Alexandra Martin, notre nouvelle directrice marketing. » La femme tendit la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Alors c'est vous, la fameuse stagiaire qui révolutionne Nexus, » dit Alexandra avec un ton qui frôlait le sarcasme. « Thomas ne cesse de parler de vous et de vos idées innovantes. » Quelque chose dans la manière dont Alexandra regarda de Marie à Thomas suggéra une intimité préalable. Un malaise inexplicable s'installa dans l'estomac de Marie. « Alexandra et moi, nous sommes connus à l'université, » expliqua Thomas, semblant légèrement mal à l'aise. « Elle était à la filiale de New York jusqu'à la semaine dernière. Et maintenant je suis de retour, » compléta Alexandra, posant sa main négligemment sur le bras de Thomas. « Prête à me réintégrer dans la vie française. D'ailleurs, Thomas, je n'ai pas oublié notre dîner ce soir. » Marie ressentit quelque chose d'étrange dans la poitrine, une sensation qu'elle ne pouvait
ou ne voulait pas nommer. « Bon, je ne veux pas vous interrompre, dit-elle, reculant vers la porte. J'ai quelques rapports à réviser. Ce fut un plaisir, Alexandra. » En sortant, Marie put encore entendre le rire mélodieux d'Alexandra, suivi de mots qu'elle ne put distinguer. Durant le reste de l'après-midi, elle essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à la scène dans la salle de réunion, au toucher désinvolte d'Alexandra sur le bras de Thomas, à l'apparent malaise de celui-ci. « Ce n'est pas mes affaires, » murmura-t-elle, fermant violemment un dossier. « Il est mon patron, rien de plus. » Mais quand son téléphone sonna à 7 heures du soir et que le nom de Thomas apparut sur l'écran, son cœur s'accéléra d'une manière qui défiait toute explication professionnelle. « Marie, vous êtes encore au bureau ?» La voix de Thomas sonnait différemment au téléphone, plus informelle, presque intime. « Je finalise quelques rapports, » répondit-elle, essayant de paraître professionnelle malgré le tourbillon d'émotions qui l'affligeait. « Parfait. J'ai besoin d'un service. » Il y eut une pause. Alexandra a eu une urgence familiale et a annulé notre dîner. Le problème est que j'ai réservé une table au Georges V pour discuter du projet Sud-Ouest avec un investisseur potentiel, et il est déjà en route. Pourriez-vous m'accompagner? Le cœur de Marie fit un bond. Dîner au Georges V, l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, avec Thomas et un investisseur, c'était une opportunité professionnelle incroyable. Mais elle ne pouvait ignorer le soulagement qu'elle ressentit en apprenant que le dîner avec Alexandra avait été annulé. « Bien sûr, je peux, » répondit-elle, essayant de paraître désinvolte. « Je dois juste passer chez moi pour me changer. »« Il n'y a pas le temps, » dit Thomas. « J'ai envoyé mon chauffeur pour vous emmener aux Galeries Lafayette. Choisissez ce dont vous avez besoin et mettez-le sur le compte de l'entreprise. Je vous retrouve au restaurant à 8 heures. » Avant qu'elle ne puisse protester, Thomas raccrocha. Marie fixa le téléphone, bouche bée. Acheter des vêtements avec la carte de l'entreprise aux Galeries Lafayette, c'était de la folie. 1 heure plus tard, Marie entra dans le hall du Georges V, portant une robe rouge élégante qu'elle n'aurait jamais pu se payer avec son salaire de stagiaire. Ses cheveux châtains foncés, normalement attachés en un chignon désordonné, étaient lâchés en vagues douces. Elle se sentait déplacée, comme si elle interprétait un rôle dans une pièce pour laquelle elle n'avait pas répété. Le maître d'hôtel la conduisit à une table discrète au fond du restaurant, où Thomas l'attendait déjà, seul. « Et l'investisseur » demanda-t-elle, confuse, en s'asseyant. Thomas sourit, un sourire différent de tout autre qu'elle avait déjà vu sur son visage. « Il n'existe pas d'investisseur, avoua-t-il. J'avais besoin d'une excuse pour... » Il hésita, semblant soudain vulnérable. « Pour dîner avec vous, en dehors du bureau, sans tableau ni projection financière. » Marie sentit son visage brûler. « Pourquoi ? » ?»« Parce que ces derniers mois, vous êtes devenue la personne avec qui j'aime le plus converser, » répondit-il avec une honnêteté désarmante. « Et parce que je voulais vous voir porter autre chose que ces tailleurs que vous détestez clairement. » Elle ne put s'empêcher de sourire. C'était vrai, elle détestait les tailleurs formels qu'elle portait au travail, choisis plus par nécessité que par goût. « La robe vous va parfaitement d'ailleurs, » ajouta-t-il avec un regard appréciateur qui fit nouer son estomac. Le dîner qui suivit fut différent de toute interaction précédente entre eux. Sans la pression du bureau, sans la nécessité de maintenir les apparences professionnelles, ils parlèrent de tout, des souvenirs d'enfance à Marseille de Marie, jusqu'aux années difficiles de Thomas construisant Nexus à partir de rien. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus chez vous ?» demanda Thomas, tandis qu'ils dégustèrent le dessert. « Votre authenticité. Vous n'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Difficile de prétendre quand vous êtes connue comme la stagiaire la plus maladroite de l'entreprise, plaisanta-t-elle. Ce n'est pas que ça, insista-t-il. Vous avez le courage de défendre vos idées, même quand elles vont à l'encontre du consensus. C'est rare, surtout chez quelqu'un en début de carrière. Marie baissa les yeux, pas habituée à recevoir des compliments sincères. Saviez-vous que j'ai refusé 3 offres pour vendre Nexus ? Continua Thomas, changeant de sujet. La dernière était pour presque 2 milliards d'euros. Pourquoi ? Demanda-t-elle sincèrement curieuse. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. Nexus est ma vie, ma création. Chaque ligne de code, chaque produit, chaque idée est née d'un rêve que j'avais quand j'avais à peine plus que votre âge. Il fit une pause, regardant par la fenêtre la ville illuminée. Mais parfois je me demande si j'ai fait le bon choix. J'ai construit un empire, mais à quel prix ? Je n'ai pas de temps pour la famille, pour les amis, pour vivre.
compléta Marie, plaçant instinctivement sa main sur la sienne. Le contact, bien que bref, envoya un courant électrique dans le bras de Marie. Thomas regarda leurs mains unies, puis le visage de Marie avec une intensité qui fit accélérer son cœur. Le moment fut interrompu par le serveur apportant l'addition. Thomas retira sa main doucement, revenant à la réalité. À la sortie du restaurant, le chauffeur les attendait déjà. Thomas insista pour accompagner Marie jusqu'à son appartement à Montmartre. « Ce n'est pas nécessaire, protesta-t-elle. Je sais me débrouiller seule. »« Je sais que vous le savez, » répondit-il avec un sourire. « Mais je veux être sûr que vous arriverez bien. » Durant le trajet, un silence confortable s'établit entre eux. Marie observait les lumières de la ville par la fenêtre, essayant de traiter tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Avait-elle franchi une ligne? Marchait-il sur un territoire dangereux? Quand la voiture s'arrêta devant l'immodeste immeuble où elle habitait, Thomas descendit pour lui ouvrir la porte. Sous la lumière douce des réverbères, avec la ville pulsant autour d'eux, ils se retrouvèrent face à face, trop proches pour une relation strictement professionnelle. « Merci pour la soirée », dit Marie, sa voix presque un murmure. C'était inattendu. « Les meilleures choses dans la vie le sont généralement », répondit Thomas. Pendant un moment, il sembla qu'il allait se pencher pour l'embrasser. Le cœur de Marie battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Mais alors, comme s'il se souvenait de quelque chose d'important, Thomas recula légèrement. « Bonne nuit, Marie », dit-il, avec une formalité qui contrastait avec l'intimité des moments précédents. « Nous nous verrons demain au bureau. » Tandis que la voiture s'éloignait, Marie resta immobile sur le trottoir, un mélange confus de déception et de soulagement s'emparant d'elle. Que se passait-il entre eux? Et plus important, que voulait-elle qu'il se passe? Le lendemain matin, en arrivant au 20e étage, Marie trouva une atmosphère différente. Des employés couraient d'un côté à l'autre, et il y avait un bourdonnement inhabituel dans les couloirs. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Denis, l'un des analystes du projet Sud-Ouest. « Tu n'es pas au courant? Technovie a fait une offre pour acheter Nexus. On dit que c'est la plus grande proposition d'acquisition de l'histoire du secteur technologique en France. » Marie sentit son estomac se nouer. Technovie était connue pour acquérir des entreprises prometteuses et les démembrer, ne gardant que les parties les plus lucratives et se débarrassant du reste, y compris la majorité des employés. « Où est Thomas » demanda-t-elle inquiète. « Dans la salle de réunion principale, avec le conseil et les représentants de Technovie, » répondit Denis. « Alexandra dirige la présentation. » Alexandra. Le nom tomba comme une pierre dans l'estomac de Marie. Elle se dirigea rapidement vers la salle de réunion, ignorant les regards curieux. À travers les parois de verre, elle put voir Thomas assis en bout de table avec une expression sérieuse, tandis qu'Alexandra présentait des diapositives sur un écran. Le langage corporel des deux suggérait plus qu'une simple relation professionnelle. Marie recula, se sentant soudain une intruse. Bien sûr que Thomas et Alexandra avaient une histoire. Bien sûr qu'il lui ferait confiance pour quelque chose d'aussi important qu'une possible vente de l'entreprise. Et quant à la nuit précédente, avait-ce été juste un moment de faiblesse? Une distraction? Déterminée à ne pas laisser les émotions personnelles interférer avec son travail, Marie retourna à son bureau et plongea dans les tâches en attente du projet Sud-Ouest. Des heures passèrent, sans qu'elle s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'un coup à la porte la ramène à la réalité. C'était Florence, avec une expression inquiète. « Marie, tu dois venir maintenant. Le département entier est convoqué à l'auditorium. »« Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, sentant une oppression dans la poitrine. « Personne ne sait exactement, mais on dit que la vente de l'entreprise a été conclue. Thomas va faire une annonce. » L'auditorium était bondé quand elles arrivèrent. Des employés de tous les départements s'agglutinaient, échangeant théories et rumeurs. Sur la scène, une table avait été préparée avec des microphones. Alexandra était déjà là, conversant à voix basse avec Charles et d'autres directeurs. Quand Thomas entra finalement, le silence fut immédiat. Son visage était inexpressif, impossible à lire. Alexandra s'approcha de lui, posant la main sur son épaule dans un geste qui semblait à la fois professionnel et intime. « Merci à tous d'être venus en si peu de temps », commença Thomas, sa voix résonnant dans le microphone. Comme beaucoup l'ont déjà entendu, Technovie a présenté une proposition formelle pour acquérir Nexus France. Un murmure parcourut l'auditorium. Marie sentit son cœur se serrer. « L'offre est sans précédent », continua-t-il, « non seulement en termes financiers, mais aussi dans les garanties offertes pour le maintien de notre culture d'entreprise
et, plus important, de nos projets en cours, y compris le projet Sud-Ouest. Thomas fit une pause, regardant directement vers l'endroit où Marie se trouvait. Cependant, sa voix gagna en fermeté. Après mûre réflexion et discussion avec le conseil, j'ai décidé de refuser l'offre. Un soupir collectif de surprise et de soulagement parcourut l'auditorium. Alexandra, à côté de Thomas, ne put cacher son expression de choc et de déception. « Nexus n'est pas à vendre », déclara Thomas avec conviction. « Pas pour de l'argent, pas pour du prestige, pas pour rien. Ce que nous avons construit ici est plus précieux que n'importe quel chiffre qu'il puisse offrir. Ce sont nos rêves, nos idées, notre impact sur le monde. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Marie dans la foule. Récemment, on m'a rappelé le véritable objectif de Nexus, pas seulement créer de la technologie, mais transformer des vies. Et c'est ce que nous continuerons à faire ensemble. L'explosion d'applaudissements qui suivit fut assourdissante. Des employés s'embrassaient, certains pleuraient, même de soulagement. Marie resta immobile, le cœur battant fort, tandis que Thomas descendait de la scène au milieu de poignées de main et de tapes dans le dos. Alexandra, en revanche, sortit rapidement par une porte latérale, le visage contracté dans une expression qui mélangeait colère et frustration. Quand leurs regards se croisèrent finalement à travers la foule, Marie fut certaine, quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose qui allait bien au-delà du monde des affaires, quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait plus ignorer. Les jours qui suivirent l'annonce du refus de l'offre de Technovie furent intenses. La presse spécialisée ne parlait de rien d'autre. Thomas Noir, le milliardaire qui dit non à une fortune encore plus grande au nom de ses principes. Les actions de Nexus France s'envolèrent, portées par la confiance renouvelée des investisseurs dans le leadership visionnaire de l'entreprise. Marie, quant à elle, plongea dans le travail avec un dévouement redoublé. Le projet Sud-Ouest entrait en phase de mise en œuvre, et chaque détail devait être parfait. Si elle avait remarqué les changements subtils dans le comportement de Thomas, les regards qui duraient une seconde de plus, les sourires partagés en réunion, les cafés qui s'étendaient au-delà du nécessaire, elle préférait ne pas l'admettre, même à elle-même. Un vendredi particulièrement chargé, Florence entra dans le bureau de Marie sans frapper, agitant un email imprimé. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle enthousiasmée. Marie, concentrée sur un tableau complexe, leva les yeux à contre-cœur. « C'est l'annonce de l'événement annuel d'intégration de l'entreprise », expliqua Florence, lui tendant le papier. « Et cette année, le thème est « Gastronomie régionale française », lut Marie, fronçant les sourcils. « Un défi culinaire en équipe ?» Exactement. Et devine quoi? Les équipes seront tirées au sort sur place, mélangeant tous les départements. Imagine si tu te retrouves dans la même équipe que Thomas. Marie sentit son visage chauffer. Ne sois pas ridicule, Flo. Il ne participera probablement même pas. Les PDG ne s'impliquent généralement pas dans ce genre d'activité. Ah, mais celui-ci, si, assura Florence, avec un sourire malicieux. J'ai entendu dire que c'était son idée. Apparemment, notre cher milliardaire croit que la gastronomie est une façon de connecter les personnes et les cultures, quelque chose à voir avec les voyages dans le Sud-Ouest et l'importance de comprendre les traditions locales. La mention des voyages dans le Sud-Ouest fit accélérer le cœur de Marie. C'étaient des moments spéciaux, quand elle avait vu un côté de Thomas que peu connaissaient. L'événement aurait lieu le samedi suivant, dans un espace événementiel à Montparnasse spécialement adapté avec plusieurs cuisines professionnelles. La participation était fortement encouragée, ce qui, dans le langage d'entreprise, signifiait pratiquement obligatoire. Quand le jour arriva, Marie était nerveuse, mais pas pour le défi culinaire en soi. Ayant grandi avec Madame Hélène, qui cuisinait divinement, elle avait appris quelques astuces en cuisine. Ce qui la rendait anxieuse était la possibilité d'interagir avec Thomas dans un environnement totalement différent du professionnel. L'espace était décoré avec des références aux différentes cuisines régionales de France. Des drapeaux colorés, des photographies de plats typiques et même une petite scène où un groupe jouait doucement de l'accordéon. Des employés de tout niveau circulaient, conversant avec animation, beaucoup accompagnés de conjoints et de familles. « Attention à tous !» annonça Patricia, la coordinatrice des RH montant sur scène. « Nous allons commencer le tirage au sort des équipes pour notre grand défi gastronomique. » Un grand globe transparent, rempli de boules colorées, fut apporté sur scène. Chaque boule contenait le nom d'un employé et était marquée d'une couleur spécifique. « Quand j'appellerai votre nom, veuillez venir chercher votre boule.
La couleur déterminera votre équipe. Nous aurons 5 équipes, chacune représentant une région de France, Nord, Sud-Ouest, Centre, Île-de-France et Est. Un par un, les noms furent appelés. Marie reçut une boule verte, équipe Sud-Ouest appropriée. Elle regarda autour d'elle, essayant d'identifier qui seraient ses coéquipiers. Et enfin, annonça Patricia, notre PDG, Thomas Noir. Il y eut des applaudissements tandis que Thomas montait sur scène, souriant avec des contractions, vêtu d'un jean et d'un polo, une tenue rare pour quelqu'un qu'on était habitué à voir toujours en costumes impeccables. Patricia lui remit la dernière boule. Pendant un moment, Marie retint sa respiration. « Équipe Sud-Ouest », annonça Thomas, montrant la boule verte. Le destin, ou peut-être quelque chose de plus intentionnel, Marie soupçonna en voyant le sourire complice de Patricia, avait placé Thomas dans son équipe. L'équipe Sud-Ouest se réunit dans l'une des cuisines désignées. Outre Marie et Thomas, le groupe était composé de Richard du département financier, Lucie du juridique et Jeanne du service client. Un chef professionnel expliqua le défi. Chaque équipe devra préparer 3 plats représentatifs de sa région. Vous aurez 2 heures et accès à tous les ingrédients typiques. À la fin, un jury composé de chefs invités évaluera les plats pour leur authenticité, leur présentation et, bien sûr, leur goût. Quand le chef s'éloigna, les 5 membres de l'équipe se regardèrent, incertains par où commencer. « Quelqu'un ici a-t-il déjà été dans le Sud-Ouest » demanda Richard. « Marie et moi avons passé 2 semaines à voyager dans la région il y a quelques mois, » répondit Thomas, la regardant avec un sourire. « Nous avons mangé dans de petits restaurants locaux, chez des viticulteurs, sur des marchés. Je pense que nous avons une bonne idée de ce qui est authentique. Alors vous êtes nos leaders dans cette mission, » déclara Lucie. « Que allons-nous préparer ?» Marie et Thomas se regardèrent, une complicité immédiate s'établissant entre eux. « Garbure comme entrée », suggéra Marie. « Suivi de confit de canard », compléta Thomas. « Et pour le dessert, gâteau basque », conclurent-ils en même temps, riant de leur synchronisation. Le travail commença immédiatement. Marie prit naturellement la direction de la préparation de la garbure, se souvenant des techniques qu'elle avait observées chez une vieille dame à Toulouse. Thomas, étonnamment habile en cuisine, coordonnait la préparation du confit. « Je ne savais pas que vous cuisiniez », commenta Marie, tandis qu'ils travaillaient côte à côte. « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi », répondit-il, avec un sourire énigmatique. « J'ai appris quand j'ai vécu seul à New York, avant de revenir en France pour fonder Nexus. C'était ça, ou mourir de faim. » Difficile d'imaginer Thomas Noir mourant de faim, plaisanta-t-elle. « Je n'ai pas toujours été le milliardaire de la couverture de l'Express, vous savez, » rétorqua-t-il, lui jetant un peu de farine. « Hé !» protesta Marie, riant et lui rendant l'appareil. La petite guerre de farine ne prit fin que lorsque Lucie se racla la gorge, leur rappelant qu'ils avaient un délai serré. Les 2 heures passèrent à toute vitesse. Entre rires, histoires et moments de panique culinaire, l'équipe Sud-Ouest travailla en parfaite harmonie. À la surprise de Marie, à aucun moment Thomas n'assuma le rôle de PDG autoritaire. Il était simplement un membre de plus de l'équipe, aussi couvert de farine et de graisse de canard que les autres. Il y eut un moment pendant qu'ils préparèrent le gâteau basque où Thomas s'approcha de Marie par derrière, plaçant ses bras autour d'elle pour lui montrer la technique correcte pour mélanger la pâte. « Comme ça », dit-il, sa voix proche de son oreille, tandis que ses mains guidaient les siennes dans le mouvement circulaire. Avec fermeté mais sans précipitation. Le contact, la proximité, la chaleur de son corps, tout fit battre le cœur de Marie à toute vitesse. Pendant un instant, elle oublia où ils étaient, qui ils étaient, tout sauf la sensation de ses mains sur les siennes. Quand l'alarme sonna, annonçant la fin du temps, les 3 plats de l'équipe Sud-Ouest étaient prêts, pas parfaits, mais authentiques et préparés avec passion. L'évaluation des juges fut tendue. Chaque équipe présenta ses plats, expliquant les choix et techniques utilisés. Quand vint le tour de l'équipe Sud-Ouest, ce fut Marie qui prit les devants, décrivant avec éloquence non seulement les ingrédients et la préparation, mais les histoires derrière chaque plat, les personnes qu'ils avaient rencontrées, les traditions dont ils avaient été témoins. Ce que nous servons aujourd'hui ne sont pas seulement des recettes, conclut-elle. Ce sont des morceaux de l'âme du Sud-Ouest, de la générosité d'un peuple qui, même avec peu, a toujours quelque chose à partager. Le silence qui suivit fut brisé par Thomas, qui commença à applaudir, bientôt suivi par tous les présents.
Les juges échangèrent des regards impressionnés en goûtant chaque plat. Après avoir dégusté toutes les offres, les juges se réunirent pour délibérer. La tension était palpable tandis que tous attendaient le résultat. « Et l'équipe gagnante du défi gastronomique de Nexus France est... » annonça le chef principal, faisant une pause dramatique. « L'équipe Sud-Ouest. » La célébration fut euphorique. Embrassades, cris de joie, même des larmes d'émotion. Au milieu de la célébration, Marie se retrouva soudainement soulevée du sol. Thomas l'avait prise dans ses bras, la faisant tournoyer dans les airs en riant comme un enfant. Quand il la remit au sol, leurs visages étaient proches, les yeux dans les yeux, les sourires en miroir. Pendant un moment, il sembla que le monde autour avait disparu. Ce fut Richard qui rompit le charme, leur remettant le trophée, une réplique dorée d'un four à bois. Le moment était passé, mais quelque chose avait définitivement changé entre eux. La fête continua tard dans la nuit. Nourriture, musique, danse, l'atmosphère était de pure joie. Marie observait Thomas de loin, conversant avec animation avec des employés de tous les niveaux hiérarchiques, complètement à l'aise, sans rien de la formalité qui l'entourait normalement au bureau. « Vous formez un beau duo », commenta Florence, s'approchant avec 2 verres de sangria. « Nous sommes juste collègues », répondit Marie, acceptant le verre. « Bien sûr », Florence sourit incrédule. « C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ?» Avant que Marie ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un numéro inconnu. Normalement, elle l'aurait ignoré, mais quelque chose la fit répondre. « Allô ?» La voix à l'autre bout lui glaça le sang. C'était de l'hôpital public de Marseille. « Mademoiselle Dupont, nous appelons au sujet d'Hélène Dupont. Il y a eu un accident. Le monde sembla ralentir. Les mots suivants lui parvinrent comme à travers un tunnel. Chute, fracture grave, chirurgie d'urgence. Sa mère, son pilier, sa forteresse, étaient gravement blessés. « Je dois y aller », murmura-t-elle à Florence qui la regardait avec inquiétude. Marchant rapidement vers la sortie, elle sentit les larmes commencer à brouiller sa vision. Comment arriverait-elle à Marseille à cette heure? Comment paierait-elle pour des traitements que la sécurité sociale ne couvrirait pas? Comment prendrait-elle soin de sa mère tout en continuant à travailler? Marie. La voix de Thomas l'atteignit alors qu'elle était déjà sur le trottoir cherchant désespérément un taxi. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente sur son visage. « Ma mère, hôpital, je dois y aller », fut tout ce qu'elle put dire avant que les sanglots ne prennent le dessus. Sans hésiter, Thomas l'enveloppa dans ses bras, offrant un réconfort silencieux pendant qu'elle pleurait. Quand elle se calma enfin suffisamment pour expliquer la situation, il avait déjà son téléphone à la main. « Richard, préparez la voiture. Nous allons à Marseille maintenant », ordonna-t-il au chauffeur. Puis, se tournant vers Marie, « Je viens avec vous. Vous n'êtes pas en état d'y aller seule. »« Ce n'est pas nécessaire », protesta-t-elle faiblement. « C'est samedi soir, vous êtes à la fête de votre entreprise, et vous êtes la personne la plus importante dans cette fête pour moi, » répondit-il, avec une sincérité qui ne laissait pas de place au doute. « Maintenant, allons-y. Votre mère a besoin de vous, de nous. » Tandis qu'ils entraient dans la voiture luxueuse qui les attendait, Marie ressentit un mélange de gratitude et de confusion. Au milieu de sa pire crise personnelle, Thomas Noir était là. Pas le PDG milliardaire, mais simplement un homme qui se souciait profondément d'elle. Qu'est-ce que cela signifiait? Et comment gérerait-elle ce nouveau défi qui menaçait non seulement sa carrière, mais toute la stabilité qu'elle avait construite avec tant d'efforts? L'hôpital de la Timone à Marseille était bondé ce samedi soir. Des brancards dans les couloirs, des personnes gémissant de douleur, l'odeur caractéristique de désinfectants hospitaliers, tout contribuait à augmenter l'anxiété de Marie tandis qu'elle courait vers l'accueil, Thomas juste derrière elle. « Hélène Dupont », dit-elle à la réceptionniste, la voix tremblante, « j'ai reçu un appel concernant un accident. La femme d'âge moyen avec des cernes profonds qui trahissaient des heures supplémentaires de travail tapa quelque chose sur l'ordinateur avec une lenteur exaspérante. « Madame Dupont est en salle d'opération », informa-t-elle finalement. « Fracture ouverte du fémur et possible traumatisme crânien. Le médecin viendra vous parler quand il aura terminé la procédure. » Marie sentit ses jambes faiblir. Traumatisme crânien. Les mots résonnaient dans son esprit comme une terrible sentence. « Où pouvons-nous attendre ?» demanda Thomas, plaçant un bras protecteur autour des épaules de Marie. « Salle d'attente au bout du couloir, mais elle est pleine », répondit la réceptionniste, remarquant alors pour la première fois l'homme bien habillé à côté de la jeune femme.
Quelque chose dans sa posture et dans le ton de sa voix qui exigeait le respect fit qu'elle ajouta « Je vais voir si je peux vous trouver un endroit plus tranquille. » 20 minutes plus tard, ils étaient dans une petite salle réservée généralement aux médecins en pause. Marie s'assit, le regard fixé sur le mur tandis que Thomas passait quelques appels discrets. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-il après avoir terminé le dernier appel. « Je ne connais pas les détails, » répondit Marie, la voix étranglée. « Juste que c'était une chute. Ma mère a 58 ans, mais elle a toujours été si indépendante, si forte. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver. » Elle vit seule? Oui, depuis que j'ai déménagé à Paris. Mon frère est à l'étranger depuis 2 ans. Marie fit une pause, sentant le poids de la culpabilité. J'aurais dû lui rendre visite plus souvent, j'aurais dû être plus présente. Ne vous culpabilisez pas, dit Thomas, s'asseyant à côté d'elle. Vous construisez votre avenir, exactement comme elle le souhaiterait. Marie acquiesça, incapable d'exprimer en mots combien ce simple geste de compréhension signifiait. Pendant des heures, ils attendirent en silence, occasionnellement rompus par Thomas, apportant du café ou vérifiant auprès du personnel soignant s'il y avait des nouvelles. Il était plus de minuit quand le chirurgien apparut enfin, portant encore l'uniforme de l'opération. Il semblait épuisé. « Famille d'Hélène Dupont ? Je suis sa fille. » Marie se leva immédiatement. « Comment va-t-elle ? » « L'opération a réussi, » commença le médecin. « Nous avons pu stabiliser la fracture du fémur, mais... » Marie sentit son cœur s'accélérer. « Le traumatisme crânien est plus préoccupant. Il y a eu un caillot que nous avons dû drainer, et nous ne connaissons pas encore l'étendue des dommages. Elle est stable, mais dans un coma artificiel. » Marie sentit le monde tourner. Thomas la soutint rapidement, l'aidant à se rasseoir. « Quand en saurons-nous plus ?» demanda-t-il au médecin. « Dans les prochaines 48 heures, nous aurons une meilleure idée. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'attendre et surveiller. » Le médecin fit une pause, mal à l'aise. « Il y a une autre question. Votre mère aura besoin d'une chirurgie spécialisée pour la pose de broches en titane dans le fémur. Nous ne réalisons pas cette procédure ici. Un transfert vers une clinique privée serait nécessaire. »« Combien cela coûte ?» demanda Marie, calculant mentalement ses économies. « La procédure elle-même, plus l'hospitalisation et la kinésithérapie ultérieure. Nous parlons d'environ 100 000 €. La somme tomba comme un poids sur Marie. C'était plus que ce qu'elle gagnerait en année comme stagiaire, même en économisant chaque centime. « Je m'en occuperai, » dit Thomas, avec naturel, comme s'il parlait d'acheter un café. « Non, » protesta Marie. « Je ne peux pas accepter, c'est trop. »« Nous pourrons en discuter plus tard, » répondit-il ferme. « Maintenant, votre mère a besoin du meilleur traitement possible. » Se tournant vers le médecin, Thomas continua. « Je veux le transfert vers l'hôpital américain de Paris dès qu'elle sera stable pour le transport. Je vais faire les arrangements nécessaires. » Le médecin acquiesça, visiblement impressionné, et sortit pour poursuivre ses consultations. « Thomas, je ne peux pas, » commença Marie dès qu'ils furent seuls. « Vous pouvez et vous allez accepter, » l'interrompit-il, tenant ses mains. « Ce n'est pas de la charité, Marie. C'est ce que nous faisons pour les personnes qui nous importent. Mais c'est une fortune. Une fortune serait de ne pas pouvoir aider ceux dont nous avons besoin quand nous en avons les moyens. » Son regard était intense, presque vulnérable. « S'il vous plaît, laissez-moi faire cela. » Quelque chose dans la façon dont il parlait, dans la sincérité brute de ses mots, fit comprendre à Marie que c'était aussi important pour lui que pour elle. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de générosité, c'était une question de connexion, de trouver enfin quelqu'un pour qui il valait vraiment la peine de se soucier. « Merci, » murmura-t-elle, les larmes vainquant finalement la barrière qu'elle avait érigée. Thomas l'attira dans ses bras, lui permettant de pleurer contre sa poitrine, des sanglots qui portaient non seulement la peur pour sa mère, mais toute la tension des derniers mois, tous les doutes sur ce qui se passait entre eux. Les jours suivants furent un tourbillon d'hôpital, d'appels, d'arrangements. Marie s'installa pratiquement dans la chambre de Madame Hélène, d'abord à l'hôpital municipal, puis, quand le transfert fut approuvé, dans la luxueuse chambre privée de l'hôpital américain. Thomas resta présent, non seulement financièrement mais physiquement, apparaissant avec de la nourriture faite maison quand il remarquait qu'elle ne se nourrissait pas correctement, apportant des vêtements propres de son appartement et, plus important, offrant une épaule sur laquelle s'appuyer dans les moments de désespoir. Le 3e jour, quand les médecins commencèrent à réduire la sédation de Madame Hélène, Marie était épuisée. Elle avait peu dormi, mal mangé, et l'inquiétude constante avait drainé ses forces.
Assise dans le fauteuil à côté du lit de sa mère, elle luttait pour garder les yeux ouverts. « Vous devez vous reposer, dit Thomas, entrant dans la chambre avec du café et des sandwichs. Rentrez chez vous, prenez une douche décente, dormez dans un vrai lit, je reste ici. Je ne peux pas la laisser, répondit Marie, têtue. Et si elle se réveille et que je ne suis pas là? J'appellerai immédiatement, promit-il. De plus, votre mère ne voudrait pas vous voir dans cet état. Vous n'aidez personne si vous tombez malade aussi. La logique de l'argument était irréfutable, mais Marie hésitait encore. C'est alors que Thomas s'agenouilla devant elle, la regardant dans les yeux avec un sérieux qui n'admettait pas de contestation. « Vous me faites confiance ?» demanda-t-il. La question allait bien au-delà de ce moment, de cette situation spécifique. Elle concernait tout ce qui s'était passé entre eux, tout ce qui n'avait pas encore été dit. « Je vous fais confiance, » répondit-elle, avec la certitude de quelqu'un qui admet enfin une vérité longtemps niée. « Alors partez. Je m'occupe d'elle jusqu'à votre retour. » À contre-cœur, Marie finit par accepter. Dans son appartement, après une douche chaude et un repas décent, elle tomba dans un sommeil profond, le premier depuis des jours. Quand elle retourna à l'hôpital, 8 heures plus tard, elle fut accueillie par une scène qu'elle n'oublierait jamais. Thomas, assis à côté du lit de Madame Hélène, tenant sa main tandis qu'il lisait à haute voix un roman qu'il avait trouvé sur la table de chevet. « Marie !» appela Madame Hélène, la voix faible mais consciente. « Ton patron est très sympathique. » Le soulagement fut si intense que Marie faillit s'évanouir sur place. Sa mère s'était réveillée, était lucide, reconnaissait les gens. Les médecins avaient dit que c'étaient les meilleures indications possibles. « Je ne suis pas seulement son patron, » répondit Thomas avec un sourire pour Madame Hélène. « Nous sommes partenaires. » Le regard que Madame Hélène lança à sa fille était plein de questions, mais aussi d'une compréhension maternelle qui voyait au-delà des mots. Les jours suivants apportèrent des améliorations constantes. La chirurgie pour les broches fut programmée pour la semaine suivante, et les médecins étaient optimistes quant à un rétablissement complet, bien qu'ils avertissent de la nécessité d'une kinésithérapie intensive pendant au moins 6 mois. La veille de la chirurgie, Marie était face à un dilemme. Le projet Sud-Ouest était dans une phase cruciale, avec d'importantes présentations prévues pour des investisseurs. En tant que responsable du projet, sa présence était attendue, mais comment pouvait-elle laisser sa mère dans un moment aussi délicat? « Va travailler », insista Madame Hélène, quand Marie exprima ses inquiétudes. « Je n'ai pas élevé une fille forte pour la voir abandonner ses responsabilités à cause de moi. Mais maman, pas de mais. Thomas m'a dit à quel point ce projet est important, comment il peut changer la vie de tant de personnes. Tu penses que je serais heureuse en sachant que tu as abandonné cela pour moi. De plus, ajouta-t-elle avec un sourire espiègle, ton patron a promis qu'il viendrait me tenir compagnie pendant la chirurgie. » Marie regarda Thomas, surprise. « Vous avez fait ça? »« J'ai la journée libre, » répondit-il, négligemment. « Et Madame Hélène est une compagnie bien plus agréable que la plupart des dirigeants avec qui j'ai l'habitude de me réunir. » L'affection évidente dans sa voix en parlant de sa mère fit quelque chose se réchauffer dans la poitrine de Marie. Ce n'était pas seulement un geste de bonté, c'était une démonstration qu'il se souciait vraiment, pas seulement d'elle, mais des personnes qui étaient importantes dans sa vie. Le lendemain matin, Marie arriva au bureau pour la première fois depuis des jours. Elle fut accueillie par des regards curieux et des murmures dans les couloirs. Clairement, son absence prolongée et la présence constante de Thomas à l'hôpital avaient alimenté les rumeurs. « Enfin décidé de nous honorer de votre présence ?» La voix d'Alexandra la surprit alors qu'elle entrait dans son bureau. « J'espère que votre drame familial a été résolu. » Le ton condescendant et la façon dont elle souligna « drame familial » firent clairement comprendre ce qu'Alexandra pensait réellement, que Marie utilisait la situation de sa mère pour se rapprocher de Thomas. « Ma mère se rétablit, merci de demander, » répondit Marie, gardant son sang-froid. « Eh oui, je suis prête pour la présentation d'aujourd'hui. »« Parfait, » sourit Alexandra sans sincérité, « parce que les investisseurs sont impatients de rencontrer cette génie derrière le projet Sud-Ouest que Thomas vante tant. Voyons si vous êtes vraiment aussi spécial qu'il le pense. » Quand Alexandra sortit, Marie sentit le poids de la pression sur ses épaules. Comme si l'inquiétude pour la chirurgie de sa mère ne suffisait pas, elle devait maintenant prouver sa valeur professionnelle, sous le regard hostile de quelqu'un clairement déterminé à la voir échouer. Pendant des heures, elle révisa la présentation, mit à jour les données,
prépara des réponses aux questions possibles. Quand vint le moment de la réunion, elle entra dans la salle de conférence avec la détermination de quelqu'un qui connaissait exactement la valeur de son travail. Les investisseurs, représentants d'un fonds d'impact social, écoutèrent attentivement, tandis qu'elle expliquait chaque aspect du projet, les défis, les solutions proposées, l'impact attendu sur les communautés. Sa passion était palpable, sa compétence incontestable. À la fin, quand la dernière diapositive fut présentée, un silence expectatif envahit la salle. Ce fut Charles, le directeur financier, qui rompit le silence. « Marie, dit-il, avec un respect qu'il n'avait jamais montré auparavant, c'était extraordinaire. Vous avez transformé un projet ambitieux en quelque chose de vraiment révolutionnaire. » Les investisseurs acquiescèrent, posant des questions enthousiastes sur les prochaines étapes et les possibilités d'expansion. Dans le coin de la salle, Alexandra observait avec une expression aigre, clairement contrariée par le succès de Marie. Quand la réunion se termina, Marie reçut la nouvelle qu'elle attendait tant. Le fonds avait approuvé l'investissement intégral dans le projet Sud-Ouest, un montant 3 fois plus élevé que celui initialement demandé. La célébration, cependant, devrait attendre. Son téléphone vibra avec un message de Thomas. « Chirurgie terminée avec succès. Votre mère demande après vous. » Le cœur plein de gratitude et de soulagement, Marie courut vers l'ascenseur. Dans le hall, elle trouva Alexandra qui l'attendait. « Félicitations pour la présentation, » dit la cadre avec une froideur calculée. « Vous êtes vraiment talentueuse. »« Merci, » répondit Marie, méfiante face au compliment soudain. « Juste un conseil, » continua Alexandra, s'approchant. « Ne confondez pas gratitude et amour. Thomas a toujours eu un faible pour les projets caritatifs. D'abord cette école dans les Alpes, puis les réfugiés syriens. Maintenant, vous et votre mère. Quand le charme passera, et il passera à la prochaine noble cause. » Les mots étaient comme des poignards, précisément dirigés vers les insécurités que Marie essayait d'ignorer. Était-ce juste de la charité? Un milliardaire qui s'ennuie jouant au sauveur? « Vous ne connaissez pas Thomas comme je le connais, » poursuivit Alexandra, interprétant son silence. « Nous avons une histoire. Nous revenons toujours l'un vers l'autre, peu importe combien de... » Projet nous distrait temporairement. Sans attendre de réponse, Alexandra entra dans l'ascenseur qui venait d'arriver, laissant Marie seule avec ses doutes et un succès professionnel qui semblait soudain vide. L'hôpital était silencieux quand Marie arriva. Les paroles d'Alexandra résonnaient encore dans son esprit, semant des graines de doute qui s'enracinaient rapidement. Projet caritatif. Était-ce ainsi que Thomas la voyait? Comme une autre noble cause pour soulager sa conscience de milliardaire? En entrant dans la chambre de Madame Hélène, elle trouva sa mère dormant paisiblement, le visage serein malgré les appareils et les tubes autour d'elle. Thomas était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, travaillant silencieusement sur son ordinateur portable. « Comment va-t-elle » demanda Marie, s'approchant du lit. « Très bien, » répondit-il, fermant l'ordinateur. « Les médecins ont dit que la chirurgie était parfaite. Elle s'est réveillée quelques minutes, a demandé après vous, et s'est rendormie. Effet de l'anesthésie. » Marie acquiesça, observant le visage de sa mère, y cherchant la force qu'elle y avait toujours trouvée. Elle remarqua que quelqu'un avait tressé les cheveux gris de Madame Hélène, un petit détail mais significatif. « Vous avez tressé ses cheveux » commenta-t-elle, surprise. Thomas sembla légèrement embarrassé. Elle a mentionné que ses cheveux la gênaient sur l'oreiller. « J'ai appris à faire des tresses avec ma grand-mère quand j'étais enfant. » Ce geste, si intime et attentionné, fit quelque chose se briser en Marie. Comment pouvait-elle douter de la sincérité de cet homme qui tressait les cheveux de sa mère pendant qu'elle dormait? Et pourtant les paroles d'Alexandra demeuraient comme un poison subtil. Histoire. Ils avaient une histoire. Ils revenaient toujours l'un vers l'autre. « Comment s'est passée la présentation ?» demanda Thomas, interrompant ses pensées. « Ils ont approuvé l'investissement, » répondit-elle, mécaniquement. « Ils ont triplé le montant initial. »« C'est incroyable !» s'exclama-t-il, se levant pour l'embrasser. Mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle s'éloigna légèrement, l'arrêta. « Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas heureuse ?»« Je le suis, bien sûr, » tenta-t-elle de sourire, sans succès. « Je suis juste fatiguée. Ces derniers jours ont été difficiles. » Thomas l'étudia avec ses yeux qui semblaient voir à travers elle. « Il y a autre chose. Que s'est-il passé après mon départ du bureau ?» Marie hésita. Serait-ce puéril de mentionner la rencontre avec Alexandra? De révéler ses insécurités? « J'ai rencontré Alexandra, » admit-elle finalement. « Elle a dit certaines choses qui m'ont fait réfléchir. »
Quelle chose? Demanda-t-il, son expression soudainement sérieuse. Que vous avez un modèle, projet caritatif, noble cause, que je suis juste la plus récente. Thomas ferma les yeux un moment, comme s'il absorbait un coup physique. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent en eux, une résolution, une décision prise. « Venez avec moi », dit-il simplement. « Maintenant? Mais ma mère? Votre mère va dormir pendant des heures, et les infirmières la surveillent. J'ai besoin de vous montrer quelque chose, et cela ne peut pas attendre. » À contre-cœur, Marie suivit Thomas jusqu'au parking de l'hôpital. Ils montèrent dans sa voiture, et il conduisit en silence dans les rues de Paris, prenant finalement la direction de la rue de Rivoli. « Où allons-nous » demanda-t-elle confuse, à l'endroit où tout a commencé. Là où Nexus est vraiment né. 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant un immeuble ancien et modeste dans le quartier du Marais, très loin de l'opulence du siège actuel de l'entreprise. « Ici » demanda Marie, surprise. « 3e étage, appartement 302, confirma Thomas. « Mon premier appartement quand je suis revenu des États-Unis. C'était aussi le premier bureau de Nexus. » L'immeuble n'avait pas d'ascenseur. Ils montèrent les escaliers jusqu'au 3e étage, où Thomas déverrouilla la porte d'un petit appartement. À la surprise de Marie, l'endroit était parfaitement conservé, non pas comme un musée, mais comme un foyer. Il y avait des livres sur les étagères, une cuisine petite mais fonctionnelle, un canapé usé qui semblait confortable. « Vous vivez encore ici » demanda-t-elle, incrédule. « Pas officiellement » répondit-il, allumant les lumières. « J'ai un penthouse à Neuilly pour recevoir des clients, des investisseurs pour les apparences. Mais ici, c'est où je viens quand j'ai besoin de me rappeler qui je suis vraiment. » Marie observa l'appartement avec un nouveau regard. Il était simple, fonctionnel, mais il y avait une authenticité qui manquait dans les espaces luxueux que Thomas fréquentait professionnellement. « Pourquoi me montrez-vous cela » demanda-t-elle encore confuse. Thomas s'assit sur le canapé, lui indiquant de faire de même. « Parce que je veux que vous connaissiez l'homme réel, pas le milliardaire de la couverture de l'Express. Le garçon qui a grandi à Lyon, fils d'un professeur de mathématiques et d'une bibliothécaire, qui a obtenu une bourse pour étudier aux États-Unis et est revenu en France déterminé à créer quelque chose qui ferait la différence. » Il prit un cadre photo sur une petite table à côté. Il montrait un couple d'âge moyen souriant devant une maison simple. « Mes parents, » expliqua-t-il, « ils ne sont plus là. Accident de voiture, 2 ans après que j'ai fondé Nexus. Avant de voir le succès de l'entreprise. »« Je suis désolé, » dit Marie, touchant sa main. « À propos d'Alexandra, » continua-t-il, replaçant la photo à sa place. « Nous avons effectivement une histoire. Nous sommes sortis ensemble à l'université, puis nous nous sommes retrouvés il y a quelques années. C'était bref, intense et complètement vide. Elle aime l'idée de ce que je représente. Pouvoir, argent, statut. Elle ne s'est jamais intéressée à l'homme qui tresse les cheveux de la mère malade d'une employée. » La sincérité brute de ses paroles toucha Marie profondément. « Quant au projet caritatif, » poursuivit-il avec un sourire triste, « oui, j'en ai quelques-uns. L'école dans les Alpes a été fondée en hommage à ma mère, qui avait toujours rêvé d'alphabétiser les enfants dans les zones reculées. Le programme pour les réfugiés a été inspiré par un ami syrien que j'ai connu aux États-Unis et qui n'a pas pu faire venir sa famille à temps. » Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la rue animée. Quand vous avez plus d'argent que vous n'en avez jamais rêvé, vous réalisez rapidement qu'il n'apporte pas le bonheur. Ce qui donne du sens, c'est d'utiliser cet argent pour faire une différence dans la vie de personnes réelles. Ce n'est pas de la charité, Marie, c'est une quête de sens. Se tournant pour la regarder, il continua. Mais vous n'avez jamais été un projet. Depuis ce premier jour, quand vous avez déchiré mon pantalon, sourit-il au souvenir, j'ai vu quelque chose en vous qui me manquait. Authenticité, passion sincère pour ce que vous faites, courage d'être vous-même dans un monde qui demande constamment que nous soyons autre chose. » Marie sentit les larmes se former, mais ne fit rien pour les retenir. « Pendant longtemps, j'ai vécu derrière un masque, » continua Thomas. « Le PDG impitoyable, le milliardaire froid, l'homme d'affaires qui ne commet pas d'erreur. C'était plus facile, plus sûr, jusqu'à ce que je vous rencontre et réalise combien je perdais en n'étant pas authentique. » Il s'approcha, s'asseyant à nouveau à côté d'elle. « Aider votre mère n'était pas de la charité. C'était de l'égoïsme, en fait. Je voulais faire partie de votre vie, connaître la femme incroyable qui vous a élevé, montrer que je peux être plus que mon compte en banque, que je suis encore ce garçon de Lyon,
qui rêvait de changer le monde. Les mots semblaient couler maintenant, comme si un barrage avait été rompu, des années d'émotions contenues trouvant finalement expression. « Je suis amoureux de vous, Marie Dupont. Pas de la stagiaire brillante, pas de la responsable du projet Sud-Ouest, mais de la femme qui trébuche et se relève, qui défend ses idées avec passion, qui abandonne tout pour s'occuper de sa mère, qui me fait vouloir être une meilleure personne chaque jour. » Le silence qui suivit la confession fut rempli seulement par le son de leur respiration et par le bruit distant de la ville dehors. Marie sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Dites quelque chose », demanda Thomas, soudain vulnérable, « même si c'est pour me demander d'arrêter. » Au lieu de mots, Marie fit ce que son cœur lui demandait depuis des mois. Elle se pencha en avant et toucha ses lèvres avec les siennes, un baiser doux qui s'approfondit rapidement, portant avec lui toutes les émotions non dites, tous les doutes dissipés. Quand ils se séparèrent enfin, haletants, Marie sourit. « Je suis aussi amoureuse de vous, avoua-t-elle, et j'ai peur. Peur de ce que cela signifie, de ce que les gens vont dire, de comment cela affectera ma carrière, ma vie. »« Je sais, » répondit-il, tenant ses mains, « et je promets que nous irons lentement, à votre rythme, que je respecterai vos choix, votre espace, que je ne laisserai jamais notre relation personnelle interférer avec votre croissance professionnelle. Et Alexandra, j'aurais dû le faire il y a longtemps, mais dès demain, elle recevra une invitation à retourner à la filiale de New York, avec une promotion substantielle, bien sûr. » Marie rit, se sentant soudainement légère, comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. « Maintenant, » dit Thomas, se levant et lui tendant la main, « je pense que nous devrions retourner à l'hôpital. Votre mère doit se réveiller, et je suis sûr qu'elle voudra entendre les bonnes nouvelles concernant le projet Sud-Ouest, bien entendu. »« Bien entendu, » acquiesça Marie, prenant sa main. « Le reste, nous pourrons le lui dire quand elle sera plus forte, bien que je soupçonne qu'elle sait déjà. Les mères savent toujours. »« Votre mère est une femme très perspicace, » confirma Thomas. « En fait, pendant que vous étiez au bureau, elle m'a fait un sermon assez direct sur mes intentions envers sa fille. »« Elle n'a pas fait ça, » s'exclama Marie, mortifiée. « Si elle l'a fait. Et elle a approuvé, si vous vous le demandez. » Il sourit, ce sourire rare et sincère qu'elle avait appris à aimer. Elle a dit que je serais chanceux si je parvenais à conquérir le cœur de sa fille. « Et vous y êtes parvenu ?» demanda Marie avec un sourire provocateur. En réponse, Thomas l'attira pour un autre baiser, plus profond et plus significatif que le premier. Un baiser qui promettait non pas une fin heureuse, mais un nouveau et passionnant commencement. 3 mois plus tard, le projet Sud-Ouest était en pleine mise en œuvre. Des petits viticulteurs de 5 départements utilisaient déjà l'application développée par Nexus, se connectant directement avec des acheteurs dans les grandes villes. Le revenu moyen des familles participantes avait augmenté de 63%, et des histoires de réussite commençaient à apparaître dans les médias. Madame Hélène, complètement rétablie et plus énergique que jamais, était devenue une sorte de consultante non officielle du projet, contribuant avec son expérience d'enseignante aux modules éducatifs de l'application. Par un après-midi ensoleillé de dimanche, l'équipe du projet Sud-Ouest se réunit dans la maison de plage de Thomas, à Biarritz, pour une célébration. Ce n'était pas une réunion formelle. Des membres de la famille, des amis et des partenaires locaux étaient également présents, créant une ambiance détendue de camaraderie. Marie observait la scène avec le cœur plein. Thomas jouant au volley sur la plage avec Richard et d'autres collègues. Florence discutant avec animation avec Madame Hélène sur les herbes médicinales du Sud-Ouest. Des enfants courant et riant, certains d'entre eux fils et filles des viticulteurs qui avaient voyagé spécialement pour l'événement. « À quoi pensez-vous » demanda Thomas, s'approchant avec 2 verres de jus, le visage rougi par l'exercice et le soleil. « À comment la vie prend des tournants inattendus » répondit-elle, acceptant la boisson. « Il y a 1 an, j'étais juste la stagiaire maladroite que tout le monde évitait dans les réunions. Et maintenant, vous êtes la responsable du projet le plus réussi de l'histoire de Nexus, compléta-t-il avec une fierté évidente dans la voix. Le magazine L'Express vous veut en couverture du prochain numéro, vous savez. La révolution silencieuse de la viticulture française. Ce n'est pas seulement à mon mérite, protesta Marie, modeste comme toujours. L'idée était la vôtre. L'exécution était la vôtre. Le cœur du projet est le vôtre. Thomas l'enlaça par la taille, observant le même paysage qu'elle. Tout cela existe parce que vous avez eu le courage de défendre vos idées, même quand cela semblait impossible. De l'autre côté du jardin,
Madame Hélène les observait avec un sourire satisfait. La relation entre sa fille et Thomas avait évolué naturellement, sans précipitation. Le respect mutuel et l'admiration professionnelle avaient pavé la voie pour un amour adulte et équilibré, où tous deux pouvaient grandir ensemble sans perdre leur individualité. « Ah, j'ai presque oublié, » dit Thomas soudainement. « J'ai une surprise pour vous. » Il la conduisit jusqu'à la terrasse de la maison, d'où l'on pouvait voir la mer dans toute son étendue. Là, sur une table, se trouvait une petite maquette, une école moderne, avec des panneaux solaires et un design qui s'intégrait harmonieusement au paysage du sud-ouest. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marie, s'approchant pour examiner les détails. « La prochaine phase du projet Sud-Ouest, » expliqua Thomas avec enthousiasme. « Un centre éducatif dans chaque communauté participante, offrant une formation technique, un accès à la technologie et un soutien pour que les jeunes puissent développer des solutions aux défis locaux. » Marie prit une petite figurine qui représentait une enseignante, remarquant la ressemblance intentionnelle avec sa mère. « C'est incroyable, » murmura-t-elle, émue. « Et il y a plus, » continua Thomas, nerveux d'une manière qu'il montrait rarement. « Je veux que vous dirigiez cette expansion, pas comme responsable, mais comme directrice exécutive d'une nouvelle division de Nexus, Nexus Social. »« Directrice exécutive ?» répéta Marie, stupéfaite. « Mais je n'ai même pas complété 2 ans dans l'entreprise. »« Et vous avez déjà accompli plus que beaucoup de dirigeants en décennies de carrière, » répondit-il. « Ce n'est pas une faveur, Marie, c'est une reconnaissance du mérite. » Le conseil a voté à l'unanimité, même Charles, qui, comme vous le savez, ne s'enthousiasme pas facilement. Marie regarda à nouveau la maquette, visualisant l'impact que ces écoles auraient sur les communautés, visualisant les vies qui seraient transformées, tout comme la sienne l'avait été. « J'accepte, » dit-elle finalement avec un sourire radieux. « Ça mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Thomas, curieux. « Que vous compreniez que, en tant que directrice exécutive, je ne peux plus être simplement la petite amie du PDG. » Elle fit une pause dramatique. « Nous devons officialiser cela. » Pendant un moment, Thomas sembla confus, jusqu'à ce que la compréhension illumine son visage. « Marie Dupont, êtes-vous en train de me demander en mariage ?»« Oui, » confirma-t-elle, riant de son expression surprise. « La stagiaire maladroite veut épouser le milliardaire redouté. Qu'en dites-vous » La réponse vint sous la forme d'un baiser passionné, suivi d'applaudissements et de sifflements. Apparemment, la conversation privée sur la terrasse avait un public attentif, mené par Madame Hélène, qui ne faisait aucun effort pour cacher ses larmes de bonheur. Tandis qu'ils étaient entourés d'embrassades et de félicitations, Marie réfléchit au voyage qui les avait amenés jusque-là. Du désastre dans la salle de réunion au partenariat professionnel, de l'amitié grandissante à l'amour profond, chaque étape avait été nécessaire, chaque obstacle avait servi un objectif. Regardant Thomas, l'homme qu'elle avait appris à connaître au-delà de la façade de PDG puissant, l'homme qui tressait les cheveux de sa mère à l'hôpital et qui croyait en ses idées quand elle-même n'y croyait pas, Marie sut avec certitude, peu importait combien de projets ils réaliseraient encore ensemble, combien de vies ils transformeraient, combien de défis ils affronteraient, le plus grand. Projet de tous serait la vie qu'ils construiraient côte à côte, basée non sur la perfection, mais sur l'authenticité, non sur les apparences, mais sur une connexion véritable. Et tout avait commencé par une déchirure accidentelle dans un pantalon coûteux, prouvant que parfois, les plus grandes réussites de la vie commencent par ce qui semble être la pire erreur.